Je suis accompagné de Charlie et Carolina. Bonjour Carolina, bonjour Charlie. Aujourd'hui, on fait un événement spécial sur la reconversion professionnelle dans le secteur de l'énergie. Donc, webinaire un peu niche, on peut le dire, vraiment spécialisé. On a plein de contenu pour vous. On a normalement 30 minutes de présentation. J'espère qu'on va réussir à les tenir. On est un peu bavard, mais ça fait partie du jeu. Bon, vous pourrez partir au bout de 30 minutes si vous êtes plus intéressé, mais je suis certain que vous allez rester jusqu'au bout si on démarre. Pour ma part, moi, je suis Vincent Constant, donc je suis directeur général de l'Enov. Je suis de base Energy Manager, c'est ma formation. J'ai exercé ce métier pendant plusieurs années et je pilotais une équipe d'ingénieurs avant de me dire que ça serait pas mal de transmettre mes compétences pour que les ingénieurs soient toujours plus efficaces quand ils rentrent dans l'exercice de leur métier et qu'ils aillent plus loin dans la mise en œuvre d'actions de performance énergétique. Je suis accompagné de Carolina et Charlélie. Tu veux commencer, Carolina? Oui, bien sûr. Moi, c'est Carolina. Je fais l'alternance à l'ENOV et mon entreprise d'alternance, c'était l'AGI, l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État. Et on fait des audits énergétiques pour les bâtiments de l'État. On accompagne les gestionnaires. Et moi, j'ai fait la même formation, je suis la même promo que Carolina. Je m'appelle Charlie Lucrin, j'habite à Paris et j'ai fait mon alternance chez IDEX Énergie. Et donc, je m'occupe dans la filière habitat et collectivité de chiffrer les contrats de maintenance et de renouveler les contrats de maintenance pour les copropriétés, les collectivités, un peu des gros secteurs. Voilà, bienvenue à tous. Ce qu'on fait, c'est qu'on démarre, on va mettre un peu de contexte, donc on va se présenter, on va présenter aussi le parcours que vous avez fait, et puis les enjeux de la filière énergie pour que vous la compreniez bien, et ensuite, on s'intéressera vraiment à votre histoire. Vous allez nous raconter ça. Voilà, on va vous poser quelques questions sur votre parcours. Puis après, on ira dans un format un peu original, qui est le format qu'on peut appeler debunk, même si on n'aime pas les anglicismes à l'Enov. Là, on n'avait pas trouvé de meilleure manière de... Les idées reçues. Voilà, c'est ça. Casser les idées reçues. Donc, on ira sur 3 formats différents. Il y aura aussi Jennifer qui va nous rejoindre, qui est responsable des admissions à l'Enov. Et puis, on parlera aussi de la certification professionnelle énergie de l'Enov, qui est une autre manière de se reconvertir toujours dans l'énergie, mais sur un format hybride, donc un peu plus court. C'est une alternative. On va démarrer avec le master et puis en ouverture, on fera la certification. Voilà. Puis, bien évidemment, on répondra à vos questions. Petite parenthèse, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet dédié. Il y a le chat et il y a un onglet vraiment spécifique pour les questions. Donc, si vous voulez qu'on puisse les traiter correctement, c'est vraiment dans cet onglet-là qu'il faut les poser. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, l'Enov, on est un organisme de formation spécialisé dans l'énergie uniquement. On a été créé uniquement par des professionnels du secteur, donc par 6 experts du monde de l'énergie, au profil un petit peu différent, avec tous la volonté de transmettre nos compétences. On se différencie parce qu'on est très proche des entreprises, et que ce soit sur la récolte du besoin en termes de profil ou en termes de compétences, ça nous permet d'être un peu plus cohérents sur les formats qu'on propose. Et donc, au niveau des formats, il y en a 2. Le premier, c'est celui qu'on présentera paradoxalement en dernier, c'est la formation continue, donc pour le développement des compétences. Ça peut aller d'une initiation au monde de l'énergie, donc de la sensibilisation, à un format beaucoup plus poussé avec de l'expertise sur un métier, sur une compétence bien précise. Et puis le deuxième, c'est celui qui nous a réunis tous les 3. Du coup, c'est le master en transition énergétique et digitale des bâtiments, qui est un parcours d'1 an au format Bac+5, qui est particulièrement adapté pour la fin d'études ou pour la reconversion professionnelle. Donc, rapidement, pour dire qu'on est compétent aussi et cohérent dans l'exercice de notre métier, on a une certification Calliope qui atteste de la qualité de notre processus. On a déposé notre propre diplôme auprès de France Compétences. Sans rentrer dans le détail, c'est l'organisme qui gère toutes les compétences professionnelles. On est en convention de partenariat avec la FEDEN, qui est la Fédération des services en énergie et environnement. C'est un syndicat d'entreprises qui représente, je crois, à peu près 500 entreprises en France, qui soutient l'efficacité énergétique, la chaleur et le froid renouvelable. S'il y a des personnes de la FEDEN qui nous écoutent, j'espère avoir parfaitement restitué l'activité de la FEDEN, qui est assez large. Et puis, on est au cœur d'un réseau professionnel important, et c'est ce qui fait qu'on se distingue. C'est notre ADN, c'est celle d'être proche des entreprises. Donc, il y a quelques entreprises qui sont ici, mais c'est beaucoup plus large et on essaie de récolter un maximum de postes. Voilà.
Ok, on présente un peu le parcours que vous avez suivi. Donc, déjà, félicitations à tous les deux parce que vous êtes arrivés au bout de ce parcours d'un an qui dure 13 mois, qui est à la frontière entre énergétique et digital. On va y revenir, on va voir ce que ça veut dire. Il est organisé autour de 2 piliers. Donc, le savoir-faire, d'un côté, c'est là qu'on a transmis vraiment toutes les compétences techniques, que ce soit comment optimiser les consommations des bâtiments et comment, on va dire, automatiser la régulation dans les bâtiments, terme un petit peu technique mais essentiel aujourd'hui. Et le deuxième pilier, c'est plutôt le savoir-être. Donc là, c'est une matière qui n'est pas notée, qui est un petit peu différent. Qu'est-ce que vous en avez pensé peut-être Charlie sur le savoir-être? Vous avez été accompagné cette année? Oui, déjà, tu t'as dit c'est 1 an, c'est 13 mois, c'est passé super vite. Ouais. J'ai l'impression que c'était hier et c'est génial et en même temps que ce soit terminé et en même temps un peu triste de quitter cette promo. Je vois qu'il y a quelques personnes dans le chat qu'on reconnaît. Salut Christian. Pour le savoir-être, oui, c'est la matière en fait qui, je pense, est super importante dans ce milieu et dans tous les milieux. En fait, c'est ce qui va faire en sorte que les équipes au niveau professionnel, on a eu des cours, au-delà des cours et des intervenants qui étaient super, super intéressants et qui ont permis aussi à la promo de fonctionner ensemble. En fait, ça a vraiment créé le lien entre nous et ça a créé une promo super dynamique. Au-delà de ça, dans le milieu professionnel, je pense que l'accompagnement au changement, toutes ces thématiques-là, en fait, c'est des choses qui vont être très importantes dans les années à venir, surtout dans le secteur, quoi. Moi, c'était un des critères de choix de l'ENOV, par exemple. D'accord. J'avais vu qu'il y avait un tiers de matière que c'était les savoir-être. Et pour moi, c'était très important dans l'entreprise. C'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Et j'étais contente d'avoir ça dans la formation. Ok, je suis content de l'apprendre après 13 mois. Et donc, effectivement, si on développe, alors la partie savoir-faire, c'est vraiment le technique du technique et le savoir-être, par compétence douce, on entend accompagnement au changement, la prise de parole, vraiment globalement un exercice. La communication. Voilà, les postures, je trouve que ça a bien fonctionné. On a vu, alors vous êtes déjà arrivé avec une posture assez sympathique, on a vu des étudiants qui ont été transformés entre le début et la fin de l'ENOV. Donc voilà, c'est très, très utile, surtout dans l'exercice de nos métiers où il faut aller convaincre les personnes de passer à l'action. Donc, ça va être le cœur du métier, quoi, de convaincre les gens de passer à l'action. D'ailleurs, qu'on soit dans les copropriétés ou dans le secteur tertiaire, c'est la même chose, il faut y arriver. Alors, il y a un format un peu particulier sur ce master, c'est que vous avez beaucoup de projets. Beaucoup à faire pendant les... Alors, je n'ai pas précisé, mais il est en alternance, au cas où ça n'avait pas été bien compris. À chaque fin de semaine de cours, on a 3 semaines en entreprise avant de renchaîner sur une semaine de cours. Et à la fin de la semaine de cours, on lance un projet que vous avez 3 semaines pour rendre. Voilà. Comment est-ce qu'on s'organise dans ce genre de moment pour travailler? C'est par groupe? Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que vous en avez pensé? La plupart des projets sont en groupe. Il n'y a que 2 qui sont en individuel, je pense. Et finalement, il faut bien s'organiser avec les membres du groupe. Il faut trouver les moments qu'on peut partager parce qu'il y a quelques-uns qui vont travailler jusqu'à plus tard ou il y a des transports plus longs à faire à la fin de la journée. Et il faut trouver un bon moyen de travailler ensemble. Ça permet de mettre déjà en pratique l'organisation de projets pour ce type de choses. Parce qu'en parallèle du travail en alternance, en parallèle de la vie privée, il y a aussi les cours qui continuent. Et ça permet aussi, ce qui est bien, c'est de croiser un peu tout le monde et de travailler un peu avec tout le monde au sein du master. Et de mettre en application ce qu'on a appris dans les cours. Pour moi, c'était une des choses les plus importantes. Ouais, c'est 2 choses, c'est la mise en application. Et finalement, que c'est des projets assez opérationnels, que c'est des trucs pratiques et qu'on peut mettre en place dans l'entreprise après. Et vraiment, ça fait monter vite en compétences. Ça demande quand même pas mal d'investissement. On est assez conscient. C'est le prix peut-être pour une reconversion aboutie aussi. Alors, avant d'entrer dans vos parcours et vous nous racontiez comment est-ce que vous avez fait pour vous reconvertir, juste peut-être un focus sur la transition énergétique au sens large, important d'en parler. On peut dire que l'énergie, globalement, c'est 3 postes différents. D'abord, c'est produire l'énergie de façon idéalement décarbonée, même si ce n'est pas toujours possible. Il y a une amélioration aussi de la distribution, on en parle peu, mais c'est un secteur très technique.
très niche avec RTE et Enedis globalement qui gèrent cette partie-là. Et puis la troisième, c'est celle qu'on entend souvent, enfin le plus avec la production, c'est la partie consommation. Donc, comment consommer moins ou consommer mieux, c'est deux notions qui vont ensemble. Et nous, à l'Enov, du coup, on est un peu sur la production, mais plutôt sur la partie consommation d'énergie. On me demande s'il faut que je me reconnecte à l'événement. Donc, tu peux peut-être te reconnecter, mais a priori, moi, c'est OK. Est-ce qu'on me voit toujours Alors, moi, j'y suis toujours. Voilà, peut-être que vous allez reconnecter d'une minute à l'autre. Ça va se reconnecter. OK, ça a l'air d'être bon. Je continue en disant que nous, à l'Enov, l'objectif, c'était de se positionner entre la transition énergétique et la transition digitale. Transition énergétique, ça paraît assez logique sur tout ce qu'on vient de décrire. Quand on parle de transition digitale, on parle d'automatisme dans le bâtiment. Et l'idée, c'est de réussir à rendre les bâtiments intelligents pour qu'ils puissent s'adapter en continu en fait, aux paramètres extérieurs et on va dire à la météo et à l'occupation. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça. Donc vous n'arrivez pas forcément à vous reconnecter, mais c'est pas très grave. Au pire, je me mettrai à côté de vous. Tant qu'on nous entend, c'est le principal. Ouais. Alors, on a fait une petite étude pour voir le nombre de postes qui vont évoluer dans les prochaines années. D'ici 2030, on dit qu'on a 17 000 nouveaux postes qui vont être créés. Donc, ça fait à peu près 2-3 000 postes chaque année. Donc, c'était une étude qu'on avait réalisée il y a 2 ans maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, avec une crise quand même économique au milieu. Néanmoins, il y a beaucoup de réglementations qui ont été reconduites au niveau européen. Donc, la filière a quand même un avenir, c'est évident, puisque les économies d'énergie, c'est obligatoire. On dit qu'elle va être aussi multipliée par 2 depuis 2030. Alors, on peut se poser la question de quelles sont les entreprises qui recrutent. On en a 3. Nous, on en a identifié 3. On a les cabinets de conseil ou les bureaux d'études en efficacité énergétique, ce sont ceux qui font des études, des études spécifiques comme des audits, comme des prestations de conseil au sens large en efficacité énergétique. Donc, Carolina, toi, tu serais plutôt dans ce secteur-là. Alors, on va en parler après, mais c'est plutôt ça. On a les exploitants. Toi, tu serais plutôt dans la partie 2, ceux qui exploitent, c'est-à-dire ceux qui font vivre les installations énergétiques. Moi, enfin, 1 et 2, en fait. C'est un peu les deux parce qu'au sein de tu as 2 jobs. Non, mais oui, je suis dans le deuxième, mais après, il y a des bureaux d'études dans les entreprises aussi. Je suis aussi un peu dans les 3. Voilà. Et aussi les organisations avec un grand parc immobilier, donc qui ont pour objectif de réduire la consommation dans ce parc immobilier. Globalement, c'est les 3 entreprises types d'entreprises qu'on a identifiées. Et on a identifié aussi 4 grandes lignes de métiers. Alors, globalement, on est sur une filière qui grandit beaucoup, donc tous les intitulés de poste ne sont pas toujours les mêmes. On appelle parfois Energy Manager, ça décrit un métier ou un autre selon le contexte. Donc, ingénieur commercial, globalement, c'est la personne qui va tenter de vendre des prestations, que ce soit des prestations de conseil. Un rendez-vous, qui va aller voir le prospect, le client, qui va s'y faire. En fait, il est technico-commercial. Voilà. Parce qu'il a en même temps l'aspect technique, en même temps l'aspect commercial. Enfin, moi, je vois mes collègues qui sont ingénieurs commerciaux, ils s'y connaissent énormément en énergie. Et c'est des ingénieurs à la base. Et toi, tu es un peu dans ce cadre-là, tu es en support du commerce. Ça peut être une évolution, en effet, si c'est un choix, et avec Energy Manager aussi et le bureau d'études. Mais ça part de la compétence technique pour ensuite aller vendre en fait, au client ou même aller discuter, pas forcément vendre. Enfin, le commerce, c'est pas forcément tout de suite vendre, mais ça peut être discuter, apporter nos solutions. En tout cas, toutes ces compétences douces dont on parle, c'est là où elles sont super importantes. Ok. Et puis ensuite, on a 2 métiers qui vont un peu ensemble. C'est d'abord l'Energy Manager. Lui, son objectif, c'est vraiment de réduire les consommations, que ce soit à l'échelle d'un site, d'un système ou d'un parc de bâtiments. Il va travailler dans différents types d'entreprises. Et le chef de projet digital, c'est celui qui a besoin d'avoir des compétences en énergie, mais qui a besoin aussi de comprendre l'automatisme dans le bâtiment. Encore une fois, ce sont des métiers assez larges. Toi, tu es un peu à la frontière entre les deux, Carolina? Oui, c'est ça. Nous, on peut accompagner des gestionnaires dans des diagnostics énergétiques du bâtiment et après, on peut proposer des actions pour améliorer la partie digitale, par exemple, ce qu'on serait chef de projet digital en même temps. Ok. Et puis le dernier, on pourrait dire, c'est le chargé d'affaires. Alors, chargé d'affaires,
un métier un petit peu différent. Son objectif, c'est d'assurer finalement la rentabilité d'un projet. Il va le conduire. Alors parfois, il est fusionné avec l'ingénieur commercial, ça va dépendre de comment on le voit. Mais voilà, 4 métiers qui regroupent ces 2 compétences énergétiques et digitales, parfois commerce. On peut naviguer de l'un à l'autre quand on décide d'aller dans le secteur de l'énergie, et plus principalement du tertiaire. Est-ce qu'on vous voit à l'écran ou pas? Ouais. Ok, génial. Ben, on va juste vérifier. Si on ne voit pas, Ouais, si, c'est bon, on vous voit bien. Ok. Du coup, on va faire un petit zoom sur vos histoires pour que vous nous racontiez un petit peu. On va poser quelques questions. D'abord sur Carolina, voilà, tu peux peut-être nous raconter, avant d'arriver à l'ENOV, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que tu faisais, quoi, voilà. Et moi, j'ai commencé mes études en Espagne, à Valence. Moi, je viens de là-bas. Et j'ai fait mes études en ingénieur industriel, que c'est un parcours généraliste qu'on fait à Centrale. Et après, j'ai fini mon master d'ingénieur industriel à Centrale Nantes. J'ai pris l'option d'ingénieur du produit, c'est puis la fabrication d'un produit jusqu'à la vente. Et j'ai fait aussi une option professionnelle de la transition écologique. Et une fois que j'ai fini mon master là-bas, j'ai commencé un poste d'ingénieur d'études dans un laboratoire de recherche en impression 3D, c'est fabrication additive. Ce que je faisais, c'était concevoir des pièces. Après, on les coupait en couches et on les envoyait dans l'imprimantes 3D. Moi, j'ai travaillé avec des matériaux métalliques. Et du coup, c'est dans une couche de poudre de métal et on va venir fondre avec un laser. C'est comme mini-soudure. Et on va créer des pièces. Et j'ai travaillé pour des entreprises comme le SNCF ou Naval Group, par exemple. Et voilà, et après, je me suis dit qu'en vrai, ça me plaisait, c'est que je faisais, mais il me manquait un sens. Je ne voyais pas trop l'essence je voulais avoir un impact derrière. Et c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir à mes cours que j'avais eu des transitions écologiques et je voulais plutôt m'orienter vers là-bas. Et j'ai laissé mon travail, j'ai commencé à chercher un autre travail dans la transition écologique des bâtiments. Et je ne trouvais pas, j'avais besoin d'expérience professionnelle dans les domaines. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des formations à côté. J'ai fait des formations RSE. Et je me suis rendu compte qu'en vrai, je voulais les côtés techniques et qu'il n'y avait pas vraiment dans la RSE. Et j'ai commencé à chercher un peu plus. Et j'ai vu que finalement, dans les bâtiments, c'était un des secteurs les plus polluants en France. Et je me suis dit que c'était une bonne manière d'agir si je pouvais réduire les consommations énergétiques des bâtiments. Et c'est pour ça que j'ai commencé à étudier un peu plus la transition énergétique et trouver des solutions, comment je pouvais rentrer dans les domaines. Et c'est là que j'ai trouvé les noms. Et voilà, c'est là que je me suis dit que, bon, à la base, je n'avais pas pensé à faire un autre master, non, étudier une autre fois, mais bon, c'était une bonne manière de rentrer dans les domaines et j'ai trouvé les cours très, très intéressants. Du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, on va oser. Et c'est pour ça que je fais le master et franchement, je ne m'attendais pas à finalement, c'est qu'on a eu tous les parcours de cette année, c'était incroyable. On a appris beaucoup plus de choses que je pensais avant. Et du coup, c'était très enrichissant. Et c'est là que j'ai commencé, je fais mon alternance à l'Agile, c'est l'agence de gestion de l'immobilier de l'État. Et c'est ça, j'étais dans le pôle Task Force et on fait des diagnostics énergétiques pour les bâtiments de l'État et on accompagne les gestionnaires à mettre en place des actions de performance énergétique. Voilà, plus ou moins. Caroline qui vient de présenter du coup son mémoire de fin d'études avant-hier, c'était top, bravo. Merci. Encore une fois. Et c'est vrai que difficile de vulgariser ce que tu fais, mais un métier assez complet, à la frontière vraiment entre énergie et digital. On pourrait le développer, mais malheureusement, comme on a un timing à suivre, super intéressant. Ouais. Parce qu'à part les diagnostics énergétiques, on a fait une vraie étude de comment mettre en place une hypervision un peu dans les bâtiments. Ok. Ça comme ça. Très bien. Bon, après, pour plus d'infos, peut-être un peu sur Internet, sur l'agile et sur ce genre de choses, on peut peut-être qu'on pourra vous contacter aussi si vous avez des questions. Merci Carolina pour ce témoignage. Peut-être on passe à Charlie qui a du coup un parcours un peu différent. Un peu différent, oui. Des volontés profondes de reconversion aussi un peu similaires sur l'impact, mais sur la volonté d'avoir un impact. Et ce que tu disais sur le bâtiment aussi. Mais moi, non, je ne venais pas du tout du secteur énergétique ni de l'ingénierie. J'avais fait un BTS audiovisuel et je travaillais dans le montage vidéo dans le cinéma à Paris, dans la post-production. Ça faisait 10 ans que je travaillais là-dedans et il y avait une envie de changement de secteur. J'adorais apprendre aussi. J'avais cette envie de refaire des études.
Et puis, voilà, le fait de se rendre compte que je pouvais avoir, j'étais engagé j'avais plutôt envie d'avoir un impact écologique dans mon activité. Et à côté, en fait, je faisais de temps en temps des chantiers participatifs, par exemple. Donc, je m'intéressais déjà au bâtiment. Et je m'étais dit comment je peux allier les deux. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé par chance pour faire en fait un bilan de compétences. Ok. Et c'est un peu marrant, c'est que je disais à ma coach, je lui disais, en fait, moi, j'aimerais bien travailler dans la rénovation énergétique des bâtiments et j'aimerais bien travailler dans le digital aussi. Mais je pense qu'en fait, il n'existe pas encore de choses, où je ne les connais pas et j'ai pas assez de connaissances dans le milieu. Et le jour même, elle m'a dit, essaye de trouver un truc qui fait les deux. Enfin, on ne sait jamais. Quoi. Okay. Le jour même, j'ai vu votre pub sur LinkedIn. Et le jour même, j'ai vu la pub pour l'école. Et du coup, je vous ai contacté et ça l'a fait. Quoi. Peut-être Google, Amazon, Facebook qui t'écoutent. Maintenant, ouais, j'ai les doutes sur tout, mais maintenant, c'est ma copine qui me montre sur Instagram votre pub. Okay. Merci pour ce témoignage. Je propose qu'on avance un peu dans la discussion parce que c'était très intéressant. On a préparé un petit format de discussion pour parler peut-être, on va dire, des difficultés que rencontrent les personnes qui veulent se reconvertir. Et il y a trois idées reçues principales sur lesquelles on voudrait travailler. Alors la première, c'est ce qui freine la majorité des personnes, et c'est il existe un profil idéal pour se reconvertir dans l'énergie. C'est souvent ce qu'on nous dit. Il faut être ingénieur, il faut être hyper technique. Je crois que s'il devait y avoir un profil idéal, clairement, vous ne seriez pas tous les deux assis à côté parce que vous avez des profils totalement différents. Donc, est-ce que vous voyez des grandes tendances peut-être ou des compétences spécifiques à avoir pour aller vers les métiers de l'énergie? Est-ce que vous voyez ça? La curiosité. Surtout. La curiosité. L'envie d'agir, de changer de métier, d'être vraiment intéressé par quelque chose de nouveau. La motivation, ouais. C'est vrai que si ça te pousse, je pense qu'il n'y a pas de barrière. En plus, il y a vraiment un esprit logique. Enfin, tu parlais pas de logique, mais tu parlais de l'analytique. L'analytique, d'aimer analyser parfois la grosse maille ou les choses aussi, les tendances, enfin pas les tendances, mais les poids des consommations, des choses comme ça. Okay. Ça peut être pas mal aussi d'avoir des ordres de grandeur, on parle beaucoup de ça. Mais ça, c'est des calculs très simples à faire, quoi. Tu parlais de curiosité. Pourquoi curiosité? C'est plus personnel à moi, en fait, ça, je pense. C'est que moi, je suis très curieux et j'adore m'intéresser à plein de choses, mais en soi... Pour moi aussi, c'est parce que finalement, l'énergie, c'est assez vaste. Vraiment, ça touche à tout. Comme on a présenté les profils avant, tu peux être énergie manager, tu peux être ingénieur commercial. Il y a vraiment beaucoup de profils et beaucoup de domaines différents. Et il faut être très curieux et aller voir un peu dans tout et trouver ce que tu as envie de faire. Et aussi pour arriver à avoir une vision globale de ce qui est l'énergie dans les bâtiments. Et tous les bâtiments sont différents. Il y a plein de typologies différentes. Donc peut-être aussi, parfois tu vas travailler en industrie, parfois tu vas travailler pour un ministère, pour l'armée, une collectivité, une entreprise, la grande distribution, du résidentiel. C'est des problématiques différentes et il n'y a pas forcément une solution toujours. Ok. Et peut-être une question qui va vers toi, Charlie. Toi, tu es peut-être entouré parfois d'ingénieurs dans ton job dans une cellule d'études, ce qui est, je ne sais pas si c'est toujours vrai ou pas. Je pense que ça s'est très bien passé, l'intégration. Et en fait, ils me disent, mais c'est incroyable, comment tu as pu en si peu de temps passer, arriver. On n'a pas les mêmes compétences. J'aurais jamais en fait les compétences qu'ils ont acquis pendant leurs 5 années d'ingénierie. Ouais. Mais pour autant, la manière de voir les choses et l'œil différent que j'apporte est super complémentaire et se substitue dans plein de cas aussi à leur analyse. Il y a des choses que je ne rattraperai pas forcément, mais sur plein d'autres choses, et aussi avec l'école, on arrive avec les dernières compétences, notamment en digital, notamment en energy management, qui sont super bénéfiques pour l'entreprise, par exemple. Et aussi toutes les dernières normes, les derniers décrets, tout volet réglementaire aussi, ça permet aussi de faire des mises à jour pour les entreprises. Ok. Et puis, la preuve de ce que tu dis, c'est que du coup, tu vas être embauché. Oui, je n'en ai pas parlé, c'est vrai, mais là, donc c'est IDEX Énergie qui m'emploie, et oui, ça se passe très bien. Et là, dans une semaine, je signe mon contrat de CDI, donc je suis très content. Okay. Donc voilà, ça c'était le premier sujet. Félicitations pour ton embauche. Je propose qu'on passe sur le sujet numéro 2, deuxième debunk. Là, pour le coup, c'est peut-être ce qui peut freiner. Alors,
l'alternance, ce n'est pas l'unique manière de se reconvertir. On va voir après, nous, on propose un autre format aussi. Néanmoins, je pense que c'est intéressant parce que nous, on a pas mal de personnes qui se considèrent, c'est un peu ce que tu disais, je ne pensais pas retourner dans les études, qui se considèrent un peu trop âgés pour aller vers l'alternance. C'est aussi un moment où on va concilier, on va dire, vie personnelle, vie professionnelle, vie aussi à l'école, parce qu'on a vu que le format est assez exigeant. Comment on fait? Comment est-ce qu'on s'organise pour tout ça, quoi? Est-ce que vous avez on va dire des conseils à donner aux personnes qui voudraient tenter de se reconvertir via l'alternance? Bon, faut prévoir l'année en fait, que ça va être une année quand même un peu compliquée d'un point de vue académique et d'un point de vue professionnel. Mais donc faut pouvoir se consacrer ça en fait, ce luxe un peu. Enfin moi j'ai considéré comme un luxe d'avoir la chance d'avoir une année de disponible. Et c'est-à-dire que l'alternance par rapport à quoi? Ça pourrait être aussi une formation plus courte avec des stages. Moi j'ai trouvé que en fait ça prenait pas tellement plus de temps que ça l'alternance. Et il y avait aussi une sécurité à la fin. Parce que tu passes quand même une année dans une entreprise, c'est pas pareil que faire un stage, tu vois, de 1 ou 2 semaines où on t'a pris comme ça, mais là, tu as quand même passé 1 an dans l'entreprise et à la fin, moi, c'est ça qui me rassurait. Ouais. Au-delà de 30 ans, je sais ce que je veux, je sais que c'est l'entreprise que j'ai visée, à la fin, je veux signer mon CDI et je veux être sûr d'avoir l'emploi, tu vois. Je voudrais axer aussi peut-être la question, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais sur le côté financier. Oui, c'est ça, c'est que j'allais dire que finalement, évidemment, on va avoir moins de ressources, mais finalement, tu as un salaire aussi pendant toute l'alternance et on ne paye pas la formation. Nous, c'est aussi des trucs qu'il faut avoir en compte. Et finalement, si tu t'investis et tu travailles un peu à côté, il faut savoir qu'il faut s'organiser, qu'il faut avoir le temps de faire les projets parce qu'il y a des projets toutes les semaines, tous les mois, du coup, ça se passe bien. Okay. Et on rencontre des personnes aussi qui sont dans la même galère. Ça peut être important de dire aussi, noter, je crois que tu en as bénéficié. Je ne sais pas si toi, tu as eu le droit d'en bénéficier. On a un complément potentiel de France Travail. Voilà. Il y a un abondement, il y a un complément. Ouais. Il existe des dispositifs qui peuvent servir à maintenir, on va dire, le niveau de revenu, même si ce n'est pas total. Partiel. Ça aide. Après, voilà, c'est vrai qu'il faut le prévoir parce que ça peut être une baisse de revenus pendant 1 an. Ouais. Si tu t'es organisé, moi personnellement, j'avais réussi à m'organiser, à le prévoir dans mon budget et puis d'avoir aussi un partenaire qui a pris le relais. Et puis après, on se rend service, quoi. Mais ma compagne s'est reconvertie avant moi et j'étais là aussi pour l'aider sur ce niveau-là, mais ouais, ça se prévoit un peu. Après, c'est tout à fait faisable. Nous, on habite en région parisienne, je veux dire, et c'est peut-être là où les loyers sont les plus chers, quoi. Ouais. Ok, donc on voit que finalement, en plus c'était le cas surtout de votre promotion qui était principalement en reconversion, on voit que ça a fonctionné pour vous, quoi. Vous avez réussi à faire une alternance. Et puis même ceux qui avaient des profils avec des enfants, il y a pas mal de gens dans la promo qui avaient des enfants. Qui avaient été loin finalement, et nous on est en région parisienne, mais il y a eu beaucoup de monde qui venaient de peu importe où. Qui arrivent à s'organiser. Vous savez qu'il y a des moments dans l'année où ça peut être un peu galère au niveau charge de travail et puis gérer le côté perso, mais au final, peut-être ceux qui ont des enfants, c'est comme il va avoir un vrai planning, c'est ceux qui se sont mieux organisés au final. Mais que ça arrive très bien. Ouais, c'est un bon exemple effectivement, même des autres promos qui n'étaient pas dans la vôtre, mais oui, des personnes qui avaient la maturité aussi pour s'organiser de façon la plus efficace possible et qui ont très très bien réussi. Alors après, voilà, chacun le gère un petit peu à sa manière, mais voilà, l'alternance est clairement un levier en termes d'efficacité professionnelle. Là, pour le coup, je trouve que c'est imbattable. C'est efficace. Puis quand on sort de là, voilà, tu as le planning à l'année. En dehors de ça, tu sors de ça, tu as vécu une année où tu as donné. Presque quand tu rentres en poste, ça devient plus facile, quoi. Maintenant, on se disait qu'on ne savait pas trop quoi faire avec notre temps, qu'on avait trop de temps libre. Peut-être donner des cours à l'ENOV ou faire le webinaire avec nous. On va passer peut-être au troisième debunk et on va peut-être convier une invitée surprise. C'est la galère de trouver le poste qui fait le plus peur. C'est en vrai, bon. C'est un debunk. Je passe au milieu. Oui, au milieu, voilà, parfait. Salut Jennifer, du coup, tu es responsable des admissions à l'ENOV. Oui. On te convie pour parler des alternances parce que c'est vrai que quand on a des profils qui candidatent, c'est parfois un petit peu difficile de se projeter sur des reconversions en alternance et trouver surtout des boîtes. Nous, à l'ENOV, on accompagne un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe une fois qu'on réussit l'examen d'entrée? Comment est-ce que tu accompagnes? Et peut-être après, on prendra l'exemple de Charlie et Carolina.
Alors effectivement, moi dans mes missions, j'ai l'accompagnement des candidats dès le premier échange téléphonique et jusqu'à ce qu'ils trouvent une entreprise. C'est une mission que j'aime beaucoup, qui me permet d'échanger avec vous, de comprendre vos véritables enjeux, les difficultés éventuellement aussi auxquelles vous faites face. Et voilà, l'idée pour moi, c'est vraiment de vous prendre là où vous êtes et d'essayer de vous emmener le plus loin possible. Comme ça peut être le cas avec vous deux. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, on fait un point sur votre situation. On organise des examens d'entrée et une fois que vous êtes admissible officiellement, là, on met en place ensemble la recherche d'entreprise. Donc vous, bien évidemment, de votre côté, vous mettez en place un certain nombre d'actions pour déposer des candidatures. Et moi, je me rapproche donc des entreprises partenaires de l'école qui nous ont ou pas fait part d'un besoin pour proposer votre profil. Le but étant soit effectivement de rapprocher votre candidature d'une offre tout simplement qui est déjà existante, soit en fait de se dire ce profil-là ça pourrait être très intéressant au sein de telle structure, je vais prendre contact, le proposer, et ça a été le cas par exemple pour Charlie, il n'y avait pas de poste ouvert à ce moment-là, mais voilà, je me suis dit il y a vraiment quelque chose qui va fonctionner, et donc j'ai proposé et c'est allé très vite pour lui. Donc ça c'est la première manière de faire, je dirais c'est la plus poussive, et sinon en dehors de ça on fait de la veille quotidienne sur les offres qui sortent et qu'on ventile en fait à tous les candidats admissibles sur une zone pour vous aider à ne rater aucune opportunité. Alors moi j'ai une question pour toi, dans le thème là vraiment de la question. Est-ce que c'est plus difficile pour une personne qui est en reconversion professionnelle de trouver une alternance plutôt qu'une personne qui est jeune en sortie d'études? Alors, il peut y avoir des réalités différentes. Par exemple, dans certains cas, certaines entreprises souhaitent spécifiquement des poursuites d'études. Bon, dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Si c'est leur souhait, j'enverrai prioritairement ces candidats-là. Et après, il y a tous les cas de figure où en fait l'entreprise n'est pas fermée et ça va vraiment être une question de façon de présenter le parcours de la personne. Je dirais que la principale difficulté, quand moi je suis certaine qu'un profil va matcher avec une entreprise, ça va juste être de décrocher le rendez-vous. Et après, c'est vous qui faites le reste du travail. Mais en soi, non. À partir du moment où il y a un projet, il y a une réflexion et il y a de la conviction dans votre démarche, moi je pense vraiment qu'il y a de très belles choses qui sont réalisables et votre promo en est vraiment la preuve. Oui. Et aussi que finalement, une personne en reconversion, elle a déjà travaillé, elle a déjà un savoir-être qui a prouvé à l'entreprise, et c'est beaucoup plus facile après de justifier ça pendant l'entretien. Totalement. En fait, moi, je fais un travail avec vous d'identifier vos compétences transférables dans ce que vous avez fait auparavant. Et il y a en fait finalement plein de choses, même si vous venez pas du domaine de l'énergie, qui vont servir. Et pour toi, Charlie, c'était un travail là-dessus et c'était super enrichissant. Oui, et puis en plus c'était incroyable venant du monde du cinéma de voir en fait le nombre de choses que tu as pu finalement mettre à contribution. Qui sont vachement utiles en fait dans notre secteur aussi. La communication, la gestion de projet. Et puis aussi, je trouvais un truc qui était super fort sur cette promo, enfin, et peut-être sur les autres aussi, mais c'est la diversité des entreprises. En fait, j'avais l'impression que ça va vachement bien ensemble. Il y a autant des bureaux d'études que des exploitants, que des collectifs, que des gens qui travaillent dans des... En fait, ça fait une sorte de mayonnaise entre nous, où on peut vachement échanger sur nos pratiques. En fait. D'âge différents et aussi d'expériences différentes entre nous, que ça fait enrichir la promo. C'est aussi un challenge pédagogique, on ne va pas se le cacher. Ah ouais, forcément, parce que vous n'avez pas forcément tous les mêmes niveaux. Oui, il y a des gens qui sont en études, il y a des gens qui sont en reconversion jusqu'à 50 ans, 60 ans même. Ouais, la personne la plus âgée qu'on a eue, Mazen, si tu nous vois, salut à toi, c'est 63 ans, donc vraiment tous les âges. Et puis Mazen, l'histoire... c'est qu'on avait été contacté par un labo pharma qui recherchait quelqu'un spécifiquement sur la gestion de l'énergie. Et il se trouve que la personne qu'on avait, elle avait déjà un master en pharmacie, bon, qui datait un peu, ça faisait déjà 40 ans qu'il avait son master. Mais ça a bien matché et du coup, c'est comme ça qu'on a trouvé. Donc en fait, chaque personne a vraiment un parcours assez particulier. Et c'est vrai que c'est un plus gros, on va dire, c'est un plus gros pari financier pour l'entreprise, mais en même temps, il y a beaucoup plus gros à gagner. D'avoir quelqu'un au SMIC, globalement, qu'on paye au SMIC pour avoir des compétences. Qui sont pas au SMIC. Oui, et qui peut apporter des compétences que l'entreprise n'a pas de son ancienne vie professionnelle, par exemple. Oui. C'est le cas sur
certaines choses. Et puis, c'est le sens aussi de certaines entreprises qu'on a. Ben, je pense que l'IDEX en est un bon exemple, qui sont totalement ouverts à la reconversion professionnelle. C'est plus le profil, je pense. C'est le profil qui attire le plus. On a un Oui, peu oui, de tout. totalement. C'est vrai qu'avec IDEX, on a vraiment cette chance de travailler en confiance, en fait, et qu'ils nous laissent carte blanche, en fait, sur la typologie de CV, en fait, qu'on va leur proposer. Mais tout simplement, en fait, parce qu'ils ont eu l'intelligence de comprendre que finalement, ce qui manque au niveau de l'énergie et du digital va être acquis dans le cadre de la formation. Et finalement, ce que la personne sait déjà faire, qui elle est et son envie, le véritable enjeu, il est là, en fait. Il n'est pas dans ce qui va arriver en cours d'année, d'ailleurs, très rapidement, quoi. Ok, bah merci pour ces debunks qu'on a bien débunkés. Surtout le troisième, c'est vrai que c'était assez intéressant. Ouais. Je vais terminer simplement par une ouverture en disant que malgré le fait que voilà, l'alternance, on trouve ça particulièrement adapté, on sait qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'autres formats parce que contraintes personnelles, parce que tout le monde ne peut pas se mobiliser pour une alternance. Donc on propose un autre format qui est la certification, donc comme un petit morceau du master. Vraiment dédié là cette fois uniquement sur l'énergie, parce que le master c'est l'énergie, le digital, mais aussi la stratégie et la mise en place de travaux. Donc là vraiment centré sur la partie énergétique, donc sur 12 semaines pour développer ses compétences sur le secteur de l'énergie. Et on a des cours vraiment appliqués sur le master, enfin comme le master, pardon, des évaluations aussi, tout comme le master, des visites, que ce soit de bâtiments réels ou des bâtiments en réalité virtuelle, puisqu'on a poussé une EdTech qui nous permet de faire des visites et d'aller voir les usages énergétiques directement depuis notre ordi. Voilà, c'est une certification qui est évidemment reconnue par l'État, qui est éligible au CPF aussi, c'est quand même important de le noter, et qui dure 12 semaines pour aboutir à cette certification. Voilà. Je vois qu'on est un peu en retard, donc je vais aller assez vite sur le programme. Concrètement, on a une complémentarité entre le présentiel et le distanciel. Ce que vous voyez en bleu, c'est du présentiel. Donc tous les vendredis, on se retrouve une fois par mois pour faire des cours ensemble, se connaître un petit peu aussi et créer une émulsion autour de la thématique de l'énergie et du master. Et puis le mardi soir, on se retrouve aussi cette fois en visio pour évoquer des sujets plus techniques et plus spécifiques. Vous disposez des cours aussi après en replay pour pouvoir les re-regarder et monter en compétences. Voilà. C'est un format différent qui peut fonctionner, mais je pense que celui-là, il est plutôt adapté à des personnes qui ont déjà, je veux dire, un pied dans l'énergie ou dans l'ingénierie ou qui sont déjà peut-être commerciales ou voilà, ou qui ont déjà un bagage, voilà, qui veulent plutôt se spécialiser. Voilà, bah, écoutez, on a terminé. Bah, écoutez, merci. J'arrive pas à voir si on a des questions, mais je vais regarder ça tout de suite. On a 4 questions, donc ah bah, merci Astou. Alors, première question de Mala. Pour quelqu'un en reconversion sans expérience dans le bâtiment, quelles sont les étapes à suivre avant 3-6 mois pour devenir crédible auprès des recruteurs, faire des recherches ou suivre des cours sur YouTube? Je pense que voilà, les meilleurs conseils peut-être qu'on pourrait donner en 3-6 mois, effectivement, il y a plusieurs formations courtes qui peuvent exister. Il y a des MOOC en ligne qui existent, des MOOC de l'ADEME, des premiers, on va dire, il y a beaucoup de curiosité à amener. Il y a notamment un site qui s'appelle energieplus.be, qui est un site assez spécialisé là-dedans. Moi, j'aurais tendance à dire que la certification est assez adaptée dans ce genre de moment. Ouais, les ressources en ligne, il y en a plein, il y a plein de ressources super intéressantes. Maintenant, l'énergie, c'est un truc qui se développe vachement. Il y a beaucoup de gens crédibles qui en parlent sur YouTube. Enfin, moi, c'est comme ça que je m'étais formé, en fait, aussi beaucoup pendant l'année. Il ne faut pas hésiter. C'est à regarder, c'est quand même une chance de l'époque dans laquelle on vit d'avoir plein de ressources comme ça disponibles à venir compléter ensuite. Totalement. Je pense que la question a été posée au début du webinaire et c'est qu'on l'a traité, je pense. La deuxième question, c'est est-ce un parcours possible lorsqu'on a 40 ans? Ça, pour le coup, je pense que c'est ce qui a été dit. C'est un grand oui, effectivement, peu importe l'âge. Après, pourra-t-on avoir la liste des matières à faire pendant la formation et les débouchés? Est-ce que pendant la formation, on fera aussi du CVC? Donc, on pose la question.
On va dire que globalement, le CVC, ça représente facilement. Non, mais dans un bâtiment, c'est clairement 70% de la consommation. Donc, heureusement, on traite le CVC et on le traite vraiment bien, beaucoup en profondeur. Ça, c'est les débouchés. Bon, les débouchés, on en a parlé aussi. Pouvez-vous illustrer vos métiers en sortie de l'ENOV par des exemples projets sur lesquels vous travaillez actuellement? Alors, je n'ai pas totalement compris la question. Vos métiers en sortie de l'ENOV? Par exemple, Le projet, Vous pensez que c'est les projets de l'ENOV ou c'est les projets professionnels. projets pro, ouais, peut-être. Peut-être que tu peux parler. Putain, on va refaire la soutenance de fin d'études. Vous êtes prêts? Vous avez des miens? Non, mais par exemple, moi, concrètement, je suis dans le pôle commerce, donc je vais faire la réponse des appels d'offres je vais prendre une collectivité, par exemple, qui va passer un appel d'offres pour tous ces bâtiments municipaux, les écoles, les gymnases, les théâtres, les bâtiments des services techniques. Donc, il peut y avoir beaucoup de bâtiments selon les municipalités. On va auditer tous ces... C'est un appel d'offres, donc il y a de la concurrence. Mais nous, on va auditer tous ces bâtiments et on va déterminer les cibles énergétiques. On va étudier de combien on peut réduire. En général, les appels d'offres viennent avec une demande pour réduire de 30%. Et au final, sur peut-être 50 bâtiments, ça va être quand même énormément d'énergie qu'on peut faire économiser à une municipalité. Je ne sais pas, je ne vais pas te dire de nom de municipalité avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai continué à travailler, mais ça peut être des cibles de... en gros, j'ai une consommation comme ça en tête, il y avait 16 000 mégawatts de consommation initiale, il fallait réduire à 14 000, entre 13 et 14 000, donc ça faisait économiser 3 000 mégawatts de consommation, c'est l'équivalent en foyer, une centaine de foyers économisés, donc c'est quand même des gros impacts à la fin directe du master. Après, c'est une équipe. Pour rebondir là-dessus, souvent quand on a des personnes qui se présentent au master, il y a rapidement une confusion entre le secteur résidentiel et tertiaire. Alors, c'est pas une confusion, mais c'est-à-dire, souvent on entend parler de rénovation énergétique. C'est un terme qui est, on va dire, assez récemment apparu. Nous, à l'ENOV, on a pris le parti de se spécialiser sur le secteur tertiaire, qui est aussi adaptable à l'industriel et qui, justement, propose des plus grands projets avec des plus gros impacts. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce master, c'est qu'il y a d'autres formations aussi qui sont plus typées résidentielles, c'est ce que je voulais faire au début. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout le même levier. Il y a un levier d'économie, un facteur 100 entre les deux. Ouais. Si à la fin de 2 formations, j'aurais pu faire du résidentiel à la fin, j'aurais décarboné pour des 12 000 kWh annuels. Là, c'est des milliers de gros impact. Ça n'empêche pas, on ne critique pas nos confrères. Et ça n'empêche pas qu'il faut avoir des personnes qui travaillent sur la partie résidentielle où c'est un enjeu énorme. Je dis ça, mais en fait, on travaille aussi sur la copropriété, on fait aussi du résidentiel. Et sur des bailleurs sociaux, ça peut être des énormes impacts. Mais là, on n'est pas sur la maison individuelle ou sur l'appartement en lui-même, on travaille plutôt sur des grands systèmes. Et c'est pour ça qu'on a un format d'1 an. C'est important. Alors, les calendriers des rentrées à venir. Alors, il faut savoir que nous, on a plusieurs rentrées dans l'année. La prochaine, elle se passe en septembre. Donc, on a des examens d'entrée où vous venez nous rencontrer avec Jennifer et d'autres membres de l'ENOV. Vous venez nous rencontrer. Il y a une partie examen à l'écrit et une partie échange. Donc, c'est vrai que c'est. Je précise que c'est vraiment le moment de poser les candidatures. Ouais. C'est maintenant que ça se fait pour trouver une alternance. C'est vraiment le moment. Donc, effectivement, je vous invite à venir. Alors, en quoi est-ce que ça consiste l'examen d'entrée? Y a-t-il une période précise pour s'inscrire? Peut-on s'inscrire à tout moment? On vient de répondre sur le fait que vraiment, Emmanuela, si vous souhaitez venir nous rencontrer, on vous invite à le faire lors du prochain examen d'entrée. Ça vous laissera une période de 3-4 mois pour trouver une alternance. Et c'est maintenant que les entreprises s'activent. En fait, là, on a énormément d'offres. Il y a beaucoup d'offres à pourvoir. Donc, voilà, il faut vraiment venir tant qu'il y en a parce qu'après, au fur et à mesure, elles vont être pourvues. Et puis, pendant l'été, il ne va plus se passer grand-chose. Donc, c'est vraiment maintenant. Après, le format de l'examen, on en a parlé. Est-ce qu'il y a une partie distancielle pendant la semaine de cours ou est-ce que l'ensemble des cours sont en présentiel? Alors non, l'ensemble des cours sont en présentiel, sauf exception. Exception pour les jours, pour les jours fériés. Là, on vous propose de rentrer chez vous. Après, on a adapté le format pour qu'on commence un peu plus tard le lundi. Pour les personnes qui viennent d'un peu plus loin, le temps de venir, et puis finir un peu plus tôt le vendredi, pareil, pour pouvoir prendre le week-end de façon un peu plus
sympa et légère, quoi. Voilà, et avoir le temps de rentrer chez soi. Et après, là, j'avais une dernière question. Alors, non, j'ai plusieurs dernières questions. Pour cette alternance, quel est le type de contrat quand on a 40 ans? Et là, je vais répondre directement en disant qu'à partir de 30 ans, sauf exception, ce sont des contrats de professionnalisation. Concrètement, c'est plutôt un détail pour vous. Ça ne change pas grand-chose. C'est plutôt pour l'entreprise que ça va changer au niveau prise en charge des OPCO, mais on ne rentre pas dans les détails. Jérôme, si vous souhaitez, on aura l'occasion d'en discuter. On disait contrat alternance, mais c'est un abus de langage. Enfin, moi, j'ai fait un contrat de professionnalisation. En fait, l'alternance comprend l'apprentissage et la professionnalisation. Ouais. L'alternance, ça veut juste dire que c'est alterné. Et puis, dernière question de Chloé Barthélémy. La certification en 12 semaines, est-il possible de la suivre 100% à distance, n'étant pas en région parisienne? Alors, c'est quasiment 100% à distance, puisque tous les cours du soir se font bien à Paris. Et on fait exprès de se rencontrer 4 fois au total, puisqu'on se voit le vendredi après-midi, justement, pour échanger tous ensemble. C'est un cours de 5 heures où on a l'occasion de créer une unité et se rencontrer. Les cours du soir se font bien en distanciel, Oui. c'est-à-dire Ouais. Ah, pardon, oui, non, les cours d'histoire sont bien distanciels chaque mardi, oui. Alors, on a une autre question. Le contexte politique risque de changer l'année prochaine. Pensez-vous que cela aura un impact sur le secteur de la rénovation? Moins d'aide du gouvernement, ralentissement des demandes. Le secteur de la rénovation, c'est plus largement de la transition énergétique, c'est un secteur vraiment très large. On a vu pas mal de choses bouger, notamment avec MaPrimeRénov' qui a été remaniée. Concrètement, même si on a un changement d'orientation politique, il y a quand même des obligations de la France qui ne peuvent pas être déconstruites en un rien de temps. Donc, ce sont des procédures qui sont ancrées et avec des objectifs fixés à plusieurs années. Nous, on n'a pas de boule de cristal. Néanmoins, les institutions aujourd'hui, elles sont quand même très ambitieuses. Et je pense que même si on se disait qu'il y avait un extrême politique ou un autre qui arrivait au pouvoir, je pense que ça serait surtout ça où on pourrait avoir un bouleversement. Je pense que même les orientations politiques, et là c'est mon avis, parfois on a des débats sur les énergies renouvelables, mais sur la rénovation énergétique qui touche au confort et à la souveraineté, il y a quand même un consensus autour de ça et une nécessité de rénover notre parc. Et ça m'étonnerait, sauf décision assez improbable, qu'on vienne toucher de façon totalement drastique à cette besoin-là. Le mot souveraineté aussi, c'est un mot qui revient énormément ces derniers temps, et que ce soit des partis extrêmes qui utilisent ce type de rhétorique-là, en fait, ils sont un peu, même s'ils utilisent cette rhétorique-là, en fait, ils vont, pour la souveraineté, ils vont quand même en fait faire de l'énergie locale, décarbonée, Voilà. électrifiée. Et le contexte géopolitique va aussi dans le sens de la crise mondiale de l'augmentation de la souveraineté. Oui, donc en soi, réduire les consommations. Je pense que là, le mouvement il est un peu compliqué à arrêter. À la marche, sur certaines petites choses, peut-être il y aura des rajustements, mais ce sera. Ça, en fait, c'est quand même. Il y a beaucoup de réglementations et même la France est dépendante de l'Europe. Tous les décrets qu'on a vus, alors on n'est pas rentré dans le détail aujourd'hui, mais principalement, il y en a 2 dans le secteur de la transition énergétique, surtout dans le tertiaire, qui nous incombe. Et ceux-là, en fait, c'est même pas la France qui décide, c'est l'Europe. Ce sont des décrets qui sont obligés d'être mis en place dans les différents États membres. Donc, même s'il y a des ralentissements. Je dirais plus que c'est le contexte économique, si effectivement on avait un contexte de crise, mais pour le coup, ça ne toucherait pas que le secteur de l'énergie. Et quand même, réduire les consommations, ça te fait aussi économiser de l'argent. Du coup, finalement, même s'il y a une crise économique. Alors, on va le voir. En fait, le gros plus qu'il y a eu, c'était pendant la crise de l'énergie qu'on a eu en 2022, où on a eu une explosion de la demande qui s'est du coup un peu ralentie, forcément. C'est là que mon équipe à l'AGID a été créée. Voilà, c'est là qu'on a créé une équipe, une task force pour l'État. Mais là, on va avoir peut-être avec la fermeture du détroit d'Ormuz, peut-être une explosion encore des prix de l'énergie, on ne sait pas, mais quoi qu'il arrive, ce sera plutôt favorable pour nous, même si c'est pas bon pour l'économie. Dans le pire des cas, parfois c'est reporté, mais c'est jamais vraiment annulé. Ouais. Le décret BAX, c'est un peu reporté, mais ça peut être annulé. Non, même le décret tertiaire a été reporté, mais pas annulé. On a une dernière question. Qu'en est-il pour ceux qui sont hors de l'Île-de-France? Alors, c'est pas du tout problématique d'être en dehors de l'Île-de-France. C'est faisable. Et je dirais qu'on a 30%, 40% de la promo de nos effectifs qui sont hors de l'Île-de-France et qui arrivent à s'organiser. Je dirais que la seule problématique, c'est d'avoir un logement pendant les 4 nuits par mois que vous passez à Paris.
Oui, d'avoir une solution d'hébergement, parce qu'après, pour la recherche d'entreprise, nous, on accompagne France entière. Enfin, en tout cas, on fait au mieux, même si on a plus d'offres en région parisienne. On joue le jeu pour vous accompagner aussi en province. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez On est pas mal, non? On a eu pas mal de questions. Les gens sont intéressés. Écoutez, merci à tous d'avoir participé. On espère que ça vous a intéressé, que ça vous a aussi donné envie. J'ai pas eu l'occasion, malheureusement, avec les quelques aléas de vous envoyer les liens. Néanmoins, si vous voulez prendre contact avec nous, c'est assez simple. Sur notre site internet, vous pouvez prendre en bas à droite rendez-vous vers où tu peux le mettre pour les personnes qui vont rester. On va vous mettre le lien pour prendre rendez-vous ou découvrir le parcours plus en profondeur. Voilà. Puis merci pour votre participation. Merci à tous les trois d'avoir répondu aux questions. Je pense qu'il y en avait pas mal. S'il y a des questions, les gens peuvent aussi nous écrire sur LinkedIn. Sans souci. Voilà, et puis on a Astou qui vient de vous mettre les liens vers découvrir le programme, nous contacter ou encore celui de la certification énergie. Voilà, bonne journée à tous et puis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Salut.